Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Trajectoire. Le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux déjà devant vos postes téléviseurs à poursuivre cette émission. Alors aujourd'hui, nous aurons cette quiétude de recevoir pour vous Madame Jacqueline Karidas Moulamba. C'est une femme brave de la République démocratique du Congo, une femme entrepreneuse, également politicienne. J'aimerais quand même que vous puissiez suivre son portrait et on va se retrouver juste après pour notre entretien. À toutes. Jacqueline Moulamba est née le 1er septembre 1970 à Kindu, dans les Maniema. Fille de Joseph Karidas Moulamba, comptable, et de Marie-Josée Katunda, institutrice, issue d'une famille récomposée à Lemba, dans la ville-province de Kinshasa, que celle-ci grandit et fit ses études primaires. À 14 ans, jusque-là, élevée par sa tante maternelle, elle rejoint les toits paternels dans l'est du pays. Elle y poursuivit ses études secondaires chez les frères marxistes, où elle obtient son diplôme d'État en chimie-biologie. C'est en Belgique que quelques années plus tard, elle obtiendra son graduat en gestion des transports et logistique d'entreprise. Détentrice de nombreuses certifications et expériences professionnelles telles que gestion des projets, tourisme, elle servit de guide bilingue au Brésil. Gestion des qualités exercée en Belgique, gestion des ressources humaines et audit interne au Cameroun. Jacqueline Karidas compte dans son palmarès une extensive expérience professionnelle. Elle fit volontaire dans la logistique. Ensuite, elle a travaillé dans le tourisme, puis étant administratrice des 2 entreprises agroalimentaires au Brésil. À ses jours, directrice des ressources humaines, administration et qualité depuis 4 ans dans une entreprise norvégienne de la place. Hormis ses activités professionnelles et son rôle de mère, Jacqueline Karidas est une philanthrope dont les valeurs et la force sont puisées de sa foi chrétienne. Elle est membre d'une association congolaise des professionnels des ressources humaines, vice-présidente d'une structure qui a pour objectif scolariser des enfants de la rue, présidente de la structure Ajuda. C'est en 2011 qu'elle revint dans son pays, où elle exercera d'abord la fonction de directrice des logistiques et approvisionnement, ensuite celle des directrices des ressources humaines à Kinshasa. Bienvenue dans Trajectoire. Voilà, c'était un plaisir. C'est notre invitée, Madame Karidas Moulamba Jacqueline, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Fanny. Comment vous allez? Très bien, merci. Et merci de me recevoir dans votre émission Trajectoire. Le plaisir est partagé, mais sinon parlez-nous un peu de nos frères de Kindu, parce que vous avez aussi postulé. On doit quand même savoir cette harmonie qu'il y a entre vous et vos frères de Kindu. Bon, comme vous le savez, je suis bien née à Kindu, donc je suis des Maniema, je suis du Kindu. Je n'ai pas postulé au Maniema, d'accord. J'ai postulé ici à Kinshasa, à la députation nationale pour la circonscription de Lukunga. Mais je salue très chaleureusement mes frères et sœurs de Kindu. En particulier, je suis très fière de Madame Gertrude qui a été élue comme présidente de l'Assemblée provinciale pour la ville de Kindu à l'unanimité. Donc 22 sur 22 ont choisi Madame Gertrude. Ça veut dire que c'est une femme des valeurs, c'est une femme capable. Donc c'est une fierté pour moi qui viens de Kindu. L'effet de perdre la députation l'année passée, le fait d'être la candidate non élue, déjà ça vous stresse, ça vous permet de ne plus avancer? Je commençais la politique il n'y a pas très longtemps et j'estime que les résultats que j'ai obtenus jusque-là sont très bons. Bien sûr, notre souhait, ça aurait été d'être élu, parce que nous avons battu campagne. Là, on a d'abord commencé par la pré-campagne. Nous avons quand même, malgré que le temps était court, mais nous sommes très bien préparés. Nous avons estimé que nous avons été à la hauteur. Malheureusement, les choses sont ce qu'elles sont. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Il y a du pour, il y a du contre, la manière dont ça s'est passé, la CENI, etc. Ok, c'est passé, mais ça ne veut pas dire que pour moi, j'ai vu ça comme un échec. Bien sûr que c'était difficile pour l'équipe. On a mis beaucoup de temps, beaucoup de son énergie, de l'argent aussi, bien entendu. Bon, le résultat est là. Maintenant, il faut avancer. Il faut tirer des leçons de ce qui a été, ce qui n'a pas été. On appelle ça en anglais lesson learned. C'était un projet. À chaque projet, quand vous terminez,
quels que soient les résultats, positifs ou négatifs, vous apprenez, vous énumérez qu'est-ce qui a été des positifs, qu'est-ce qui a été des négatifs. J'ai appris énormément, spécialement sur ma circonscription, beaucoup plus d'avantages que quand je n'étais que maman sociale. Donc j'ai appris énormément et aujourd'hui j'estime que ça m'a ouvert aussi beaucoup d'autres portes. Donc je n'ai pas arrêté la politique, bien au contraire, je suis plus que jamais engagée. Entre autres, nous sommes dans une association des femmes, de toutes familles politiques confondues, parce que nous sommes en train de militer pour promouvoir la femme politique à tous les niveaux, parce que nous estimons que la femme a beaucoup à apporter dans notre pays. Alors, Madame Caridas Moulamba, vous avez quand même vécu votre enfance. On peut partager l'expérience. Comment vous l'avez vécue? D'une manière spéciale par rapport à d'autres enfants? Moi, je ne dirais pas ça. Il n'y avait rien de spécial. Mais je suis née à Kindu, comme vous le savez, jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Puis je suis venue à Kinshasa. Moi, je n'ai pas été élevée par mes parents. J'ai été élevée par ma tante maternelle jusqu'à l'âge de, je dirais, 14 ans. Et puis après ça, je suis partie à l'Est vivre chez mon père qui était immigré à Rwanda, entre autres. Mais j'ai fait spécialement toutes mes études secondaires au Nord Kivu, plus précisément à Bobandana chez les frères maristes. C'était des moments très agréables où on a appris à partager, à vivre en communauté avec les autres enfants, etc. Et puis voilà, ça c'était, je dirais, mon enfance. Je garde de bons souvenirs, mais spécial, non, il n'y a rien de spécial. Vous n'avez pas vécu des difficultés que d'autres enfants connaissent, par exemple, chez les tantes maternelles comme paternelles? J'étais considérée comme sa fille aînée, puisqu'elle m'a adoptée en quelque sorte, comme on le fait ici. Bon, des difficultés comme tout enfant. Vous savez, quand vous n'êtes pas élevé par vos propres parents, il y a toujours des petites susceptibilités en disant, moi, elle m'a fait ça peut-être parce que je ne suis pas sa fille, etc. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, tout ce qu'elle a fait pour moi, ça a été de me former. J'estimais que déjà adolescente, j'étais capable de me débrouiller sur beaucoup de points. Je n'avais pas besoin de qui que ce soit qui devait être derrière moi pour me dire étudie. Je le faisais. Je savais tenir un ménage, ça veut dire toutes les tâches ménagères, je savais le faire. Bien sûr, quand on est jeune, on a l'impression qu'on vous fait souffrir, mais ça m'a formé, ça m'a permis les jours où j'ai dû assumer ma propre maison, ou même en étant étudiante, ou même élève, puisque quand j'ai étudié à mes humanités, nous avions un appartement, ma soeur et moi, où on devait s'occuper de soi-même. Donc c'était une sorte d'internat, mais dans une maison où on devait soi-même faire sa lessive, cuisiner, etc. Donc c'était une bonne école, j'ai estimé. Quelle a été en fait votre vision, pour dire votre vision clé? Bon, sur ma propre scolarisation, vous savez, quand nous on grandissait, on n'avait pas beaucoup le choix. Les parents vous mettaient dans telle école et puis vous devez juste subir, point final. On n'a jamais dire, à la limite même les sections, c'est les parents qui les choisissaient pour vous. Donc pour ça, non. Bon, plus tard, quand j'ai eu à faire mes études supérieures, oui, là j'ai fait le choix. J'ai eu l'occasion de vérifier. J'avais d'abord commencé à tâtonner avec l'informatique en cours par correspondance. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas trop plongée dans cette histoire-là. Et j'ai découvert la logistique. La logistique, je l'ai découvert parce que moi, je me suis mariée très jeune. Et mon mari était médecin et il travaillait en collaboration avec les Médecins sans frontières. Donc tout ce qui est humanitaire. Au Katanga, l'ex-Katanga, il y avait, vous savez, à l'époque, beaucoup de réfugiés venus d'Angola. Donc on a commencé à fréquenter, etc. Et mon idée, c'était, ok, je vais aller à l'université, parce que je suis déjà mariée, je vais aller à l'université, mais je dois faire un travail qui me permettra, quel que soit le pays ou l'endroit où va travailler mon mari, je puisse moi aussi avoir un travail pour l'accompagner. Parce que je ne me voyais pas jouer à la femme ménagère toute ma vie, c'était pas ça mon option. Donc au départ, j'allais avec une idée de faire de la gestion. Puis quand j'ai eu l'occasion de fréquenter des salons pour étudiants où plusieurs écoles offrent leurs services, ils vous expliquent ce qu'ils ont comme, je dirais, différentes options. Je suis tombée sur la logistique et je me suis rappelé les Médecins sans frontières. Et je me suis rendu compte que la logistique, c'est quelque chose de primordial. D'abord pour tout ce qui est humanitaire, mais tout ce qui est développement d'un pays également. Parce que
Ça, c'est mouvementer des matériels, mouvementer des marchandises, mouvementer beaucoup de choses. Et c'est vraiment une base de tout. Et la logistique, on peut la pratiquer dans n'importe quel domaine. Que vous soyez dans les mines, que vous soyez dans l'agriculture, dans les hôpitaux, etc. Parce que, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres émissions, la logistique, elle a pris sa naissance dans l'armée. Ça consistait à transporter les équipements, le matériel, là, les approvisionnements, etc. Parce que dans la logistique, on a aussi la partie approvisionnement. Il n'y a pas que gérer les stocks. Vous allez dans l'approvisionnement, vous gérez les stocks, vous êtes dans la production, vous stockez encore, donc vous gérez encore un stock et puis vous distribuez ces stocks-là jusqu'au consommateur final à la limite. Le département, si vous voulez, soit l'option de la logistique, c'est un département où l'on trouve plus des hommes que des femmes. Dans cette adhésion, lorsque vous avez vu qu'il y avait plusieurs hommes, moins de femmes, vous n'étiez pas découragé au départ? Bon, je dirais ici au Congo, peut-être oui, il y a beaucoup moins de femmes, mais j'ai fait mes études justement de logistique en Belgique. Quand je vois dans la salle de cours où nous étions, il y avait autant de filles comme autant de garçons. Et j'ai eu l'occasion de travailler effectivement dans deux entreprises belges. Pour ce qui était de logistique, il y avait tout autant d'hommes autant de filles. Ici, depuis que je suis au Congo, c'est vrai que, à part, je dirais, les grandes sociétés qui s'occupent purement de la logistique comme Bolloré, GTM Congo, etc., on a des femmes dans le bureau, généralement dans l'administration, etc. Mais ce qui est sur le terrain, purement logistique, c'est souvent les hommes. Mais moi, ça ne me fait pas du tout peur parce que, bon, travailler avec les hommes, ce sont des gens comme nous. Le tout est dans le leadership. Comment vous amenez votre liderança, comment est-ce que vous gérez les personnes. Donc, non, ça n'a jamais posé un problème parce que actuellement, depuis que je suis revenue au Congo, j'ai travaillé essentiellement dans des entreprises de télécommunications où il y a essentiellement des techniciens hommes. Très bien. En avance, fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous Madame Jacqueline Karidas Moulamba. C'est une Congolaise de la République démocratique du Congo qui a eu à expérimenter la connaissance extérieure, revenue au pays pour qu'elle donne sa pierre à l'édifice. Voilà, c'était un peu ça. Alors je reviens à vous. Vous avez fait 8 ans déjà depuis que vous êtes retourné au pays. Mais qu'est-ce qui vous amène encore en République démocratique du Congo? Comme je vous disais, j'ai fait mes études en Belgique, mais moi j'ai essentiellement évolué au Brésil. Donc je ne suis pas vraiment restée en Belgique longtemps. Après mes études, j'ai travaillé un tout petit peu, puis j'ai émigré au Brésil, où j'ai évolué pendant 10 ans dans différents secteurs, mais bon, la logistique était toujours au centre, entre autres, et la gestion, l'administration. Puis à un moment donné, bon, j'étais mariée, comme je vous disais, j'ai un enfant qui ne connaissait pas le Congo. Elle est née pendant qu'on habitait au Congo, mais par la suite, elle n'a pas eu vraiment de contact avec nos origines, ma famille, etc. Donc j'ai senti les besoins qu'elle puisse revenir à sa source. C'est bien de vivre à l'étranger, mais nos enfants doivent connaître de nous venons. C'est très important. Donc ça a été une des premières choses qui m'a motivée à revenir au pays, pour qu'elle puisse connaître ses origines. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, quand vous allez à l'étranger, vous apprenez aussi beaucoup de choses. Mais vous voyez aussi qu'est-ce qui se passe chez nous. Vous dites, ok, telle chose, j'ai appris, je peux aussi ramener, je peux contribuer. Donc, quand vous parlez d'apporter une pierre à l'édifice, c'est un peu ça. J'ai acquis pas mal de connaissances, il n'y a pas que la logistique. J'ai d'autres compétences et je voulais apporter ça. C'est ce que j'ai fait. Vous êtes aussi dans la gestion des qualités, également mieux placé dans les ressources humaines. Comment vous faites? Avec plusieurs talents qu'on a cités dans le portrait. Il faut même répéter. Ok, donc ma formation de base, comme je disais, c'est gestion de transport et logistique d'entreprise. Après ça, j'ai eu l'occasion, en évoluant au Brésil, de faire gestion de projet. C'était une petite formation. Et puis, j'ai fait pendant plus d'une année la gestion du tourisme. Parce que, bon, d'une manière ou d'une autre, il fallait s'adapter à son environnement, trouver d'autres choses. Quand vous avez une formation qui ne vous donne pas accès, spécialement dans des pays étrangers, qui ne vous donne pas accès à l'emploi par rapport à ce que vous avez, il faut pouvoir s'adapter. Donc, j'ai fait la formation du tourisme. Quand je suis revenue, il y a 8 ans, quand je suis revenue au Congo, j'avais commencé comme logisticienne, manager.
dans une entreprise et ils ont estimé que j'avais d'autres qualités. Avant même de revenir, je suis retournée par la Belgique où j'ai fait une année de gestion de la qualité. Alors la qualité, ici quand on parle de la qualité, aujourd'hui toutes les entreprises doivent s'aligner aux normes standards internationaux. Donc on ne sait plus se dire on est une entreprise, prétendre vendre à l'étranger, etc., échanger, etc., si vous ne vous alignez pas, quel que ce soit dans le service, que ce soit dans la production, c'est important. Vous avez déjà entendu parler des normes ISO, la mise en place des procédures, l'amélioration continue, la traçabilité des produits, etc. De temps en temps, on regarde dans nos télévisions, on entend Samsung a eu un téléphone qui prenait feu tout seul. Ils ont ramené ces téléphones par numéro de série. Il y a une voiture qu'on a produite, etc. Il y a eu un problème, on a ramené parce qu'il y a une certaine traçabilité. Donc ça c'est la qualité. Et puis il y a aussi toute la partie hygiène, santé et environnement. Donc tout ce qui est environnement, ça fait partie de cette formation de la qualité. Avec ces bagages-là, je suis revenue au pays. En étant ici au pays, j'ai trouvé du travail. J'ai d'abord commencé par ma formation des bases, ça veut dire logistique. Nous aimerions quand même partager avec vous cette expérience, c'est-à-dire arriver à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Kinshasa, la ville-province. Qui vous avez introduit dans des entreprises où vous avez commencé, surtout la première entreprise? Aussi incroyable que ce soit, je ne dirais pas que j'ai été pistonnée, etc. J'ai commencé à chercher du travail. J'ai envoyé mes CV à gauche, à droite. C'est vrai que la première entreprise, j'ai eu un ami qui m'a dit « Ah, mais on a un client qui cherche une personne, mais sans plus. » Donc, il m'a donné le contact, j'ai amené mon CV, j'ai bataillé. Je n'ai pas eu cette place-là tout de suite. Je suis arrivée, je n'ai pas non plus du travail du jour au lendemain. Il ne faut pas croire que parce qu'on vient de l'étranger, la diaspora, etc., vous avez droit à tout. Non, il y a des gens qui étaient là et vous devez aussi montrer vos preuves. Okay? Donc, c'est vrai, j'ai eu quelqu'un qui m'a indiqué une entreprise où on cherchait un logisticien, manager logisticien. J'ai été, je n'ai pas eu cette place tout de suite. J'ai attendu plusieurs semaines, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai frappé plusieurs fois cette porte-là, j'ai insisté, je voulais quelque chose, donc je me suis vendue comme il fallait dans mes compétences, là où ils avaient besoin. Donc c'est là où j'ai commencé. On peut dire que la qualité que vous avez regorge aussi dans tous les Congolais qui vivent à l'étranger, parce qu'il y a d'autres qui sont à l'étranger juste pour l'extravagance. Mais vous avez quand même mis du temps pour étudier et puis amener la performance en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire plus? Bon, il faut voir quel est l'objectif de cette personne qui quitte les Congo et qui va à l'extérieur. Moi, je n'ai pas immigré pour des raisons économiques ni politiques. J'ai été étudiée, certes, j'étais déjà mariée, j'accompagnais aussi mon époux, mais donc automatiquement, ma vision pour moi, le travail est très important. Vous avez, les parents ont investi en nous, les pays ont investi en nous, donc quand nous allons à l'extérieur, l'idée c'est de ramener tout ce que nous pouvons ramener des bons, pas des mauvais. Dans toute chose, partout où nous allons, il y a du bon et du mauvais. À nous de choisir ce qu'il y a de bon. Donc j'ai estimé, je ne dis pas que tout ce que je ramène il y a du bon, mais j'estime avoir appris ce qu'il y avait à apprendre dans tous les pays où je suis passée, que ce soit en Europe, en Amérique, autant du Nord comme du Sud, en Afrique, parce que j'ai aussi visité pas mal de pays en Afrique. J'essaye, partout où je passe, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de bon chez l'autre. Qu'est-ce qu'il y aura de positif si j'amène ça dans notre pays. Alors, nous voulons aussi savoir, parce qu'on vous prend dans l'émission Trajectoire, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez pas vécu des difficultés dans tel ou tel domaine. C'était facile, vous prenez l'avion, vous venez, vous prenez de formation. Est-ce que vous n'étiez pas accéléré? Il n'y avait pas de complications, il n'y avait pas de difficultés de par nos semblables, soit de par la nature. Peut-être que j'ai été bénie. Par exemple, quand je vois la facilité avec laquelle j'ai pu commencer mes études, je n'ai jamais eu, par exemple, moi, à me plaindre à dire non, on m'a recalé à l'université parce que je suis noire, parce qu'il y a un problème de racisme. Je n'ai pas eu à vivre ça en tant que tel. D'autres compatriotes
on y vivra ça. Mais il y a aussi la manière dont vous vous intégrez dans une société. Quand vous arrivez quelque part, je parle par exemple ici au Congo, vous habitez au Congo, ben, vous devez aussi voir qu'est-ce qu'il y a de bon chez les Congolais. Vous vous intégrez dans cette société. Vous vivez au Brésil ou bien quelque part en Europe, bon, à vous de vous intégrer dans cette société-là. Mais si vous allez vivre en Europe, vous ne prenez que tout ce qu'il y a des moins bien, des moins, je dirais, fiers à montrer, tous les défauts, entre guillemets, du Congo, vous allez exposer ça à l'étranger, bah, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les étrangers vous rejettent aussi. Donc, vous ne quittez pas le Congo pour aller vivre enfermé entre Congolais. C'est bien, il faut avoir la notion de la communauté, mais essayez d'apprendre des autres, essayez de vous divertir, de vous diversifier, pardon. Et dans vos amitiés, vos relations, ne restez pas que entre Congolais. Il y a, que ce soit d'autres Africains, que ce soit des Sud-Américains, des Américains et des Européens. Faites des amis de tous les horizons. Quand vous êtes dans un milieu multiculturel, ça ouvre toujours l'esprit. Très bien, ça ouvre toujours l'esprit. Ceci concerne également la jeunesse congolaise. Mais sinon, est-ce que vous n'avez jamais été arrêté, soit escroqué, et en plus, vous n'avez jamais eu l'échec déjà dans vos études, soit dans vos démarches? Je n'ai jamais vécu dans l'illégalité dans aucun pays où j'ai été. Les problèmes, c'est les gens, quel est le motif? Vous allez en Europe, c'est quoi faire? Vous allez au Brésil, c'est quoi faire? Okay. Il n'y a pas plus tard, parce que je fais partie je suis membre de la Chambre de commerce Mercosur RDC. Mercosur, c'est les marchés sud-américains, donc dans lequel il y a le Brésil. Nous avons été reçus par l'ambassadeur du Brésil il y a à peu près 2 semaines. Et qu'est-ce qu'il nous a raconté? C'est que malheureusement, beaucoup de gens viennent, ils demandent des visas, soi-disant des visas de business, des affaires. Ils arrivent au Brésil et ils changent. Ils vont commencer à se déclarer des réfugiés. Bah, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, on ne donne plus de visa aux Congolais. Donc ça, c'est les grands problèmes. Donc, tant qu'on reste dans la règle, quel que soit le pays, de la même manière ici, moi j'estime que tous ceux qui viennent vivre ici chez nous au Congo doivent aussi respecter nos lois. Bon, il faudra encore que nous-mêmes, Congolais, en tant que pays, gouvernement, nous puissions aussi mettre des limites et mettre des règles. Au Brésil, vous n'immigrez pas comme vous voulez. Vous ne pouvez pas venir prendre le travail qui appartient à un Brésilien juste parce que vous voulez venir. Non, il y a des règles. Pourtant, c'est un pays en voie de développement comme nous. Mais il y a des règles strictes et il faut les respecter. Donc non, j'estime que j'étais bénie. Je n'ai aucun souci dans ça. J'estime que vous êtes une femme brave, intelligente, ça c'est pas pour vous flatter, mais sinon parlez-nous de la logistique. Vous êtes formateur. Pourquoi avoir commencé la formation dans ces domaines de la logistique alors que vous êtes également dans la gestion des qualités? Tout à l'heure, nous avons parlé de ma trajectoire. Donc, avant de revenir ici au Congo, je me suis encore arrêtée en Europe. J'ai fait une année de formation en gestion des qualités. Et puis, je suis revenue ici, je commençais à travailler. Là où je commençais à travailler, dans la première entreprise, ils ont estimé que j'avais beaucoup des compétences dans l'administration. Donc, ils m'ont formée. Ils m'ont envoyé au Cameroun faire une formation en gestion des ressources humaines et l'audit interne. Donc, j'ai acquis ça aussi. Et par la suite, ils m'ont changé des départements. Je suis devenue DRH et Quality Manager. J'ai commencé là et je suis partie de là. J'ai été dans l'entreprise qui a suivi, où effectivement j'ai aussi commencé, où je continue avec cette qualification-là. Et j'occupais la place de directrice des ressources humaines et administration et qualité. Alors, pour aujourd'hui, maintenant, j'ai ma propre entreprise, entre autres aussi. Donc, je suis une femme entrepreneur, comme vous avez dit. Pourquoi avoir commencé par la logistique et pas par les ressources humaines, pas par la qualité ou l'audit interne? Tout simplement parce qu'il y a énormément de demandes des logisticiens. Et à ces jours, beaucoup de gens ne savent même pas c'est quoi la logistique. Beaucoup le font sans savoir que c'est la logistique. Beaucoup le font tout en sachant qu'ils font la logistique sans avoir une bonne base. Pour une bonne simple raison, dans notre pays, il n'y a pas une école de logistique. La seule école de logistique que vous allez trouver dans la ville de Kinshasa,
C'est l'école militaire. On appelle ça, je pense, Camp Loano ou Camp Babylone, je ne sais plus très bien. C'est écrit école de logistique. Parce que la logistique, elle tire, comme je disais tout à l'heure, ses racines dans l'armée. C'est la seule école. Donc les civils n'ont pas accès. Or, on a beaucoup de jeunes qui terminent, qui sont des avocats, qui sont des ceci, qui sont des cela. Et nous avons pas mal d'entreprises aujourd'hui qui recherchent des logisticiens, spécialement les organismes internationaux. Ils cherchent des logisticiens. Et donc, il faut donner une formation, des bases à ces jeunes qui peuvent aller postuler à ces postes. Vous êtes sûr que si la République démocratique du Congo, de par le gouvernement, vous offrez l'opportunité de pouvoir encadrer les jeunes entrepreneurs, soit aussi les jeunes des entreprises, une formation et entrer à la logistique, vous serez dispo? Je pense que les défis à relever ici chez nous au Congo sont essentiellement des infrastructures. Qui dit infrastructure dit logistique derrière. On ne peut pas faire de la logistique sans des infrastructures. On ne peut pas prétendre vouloir se développer sans qu'il n'y ait de la logistique. Et la logistique demande des infrastructures. Mais comment va-t-on développer ces côtés-là logistiques? Parce que vous savez, dans les pays un peu plus développés aujourd'hui, la logistique n'est plus seulement un département dans une entreprise. Il y a des entreprises purement logistiques. Donc oui, on a besoin de former les gens, on a les jeunes. Et si aujourd'hui le gouvernement venait m'appeler pour demander à ce que je forme les jeunes, que je les encadre dans ces domaines-là, ce sera avec plaisir. Comment vous faites pour arranger votre agenda afin d'être dispo dans tel ou tel domaine? C'est une question d'organisation. Comme je vous dis, je suis femme politique, je suis femme entrepreneur. Et il n'y a pas longtemps, je travaille aussi pour une autre entreprise. Donc, le tout est bon. Je reste une femme, donc bien sûr, on peut avoir une aide ménagère à la maison, mais bon, en tant que femme, quand on rentre chez soi, il y a quand même des petites choses qu'il faut faire, etc. Donc, et puis, je suis maman. Donc, tout ça, c'est effectivement, ça, on a l'impression que ça fait beaucoup. Mais je pense que nous, toutes les femmes, elles ont beaucoup. Et c'est là où je dis qu'on doit encourager la femme. Parce que la femme, si elle arrive à bien gérer son temps, elle contribue à beaucoup de choses. Contribuer pour son foyer, c'est pas une mince affaire. On est une maman, on doit éduquer les enfants, on doit tenir une maison, on doit gérer les stocks de la maison pour que, malgré la crise, l'argent que nous avons en main, nous devons pouvoir tenir d'un bout à l'autre. Payer les factures, payer les histoires pour les enfants, etc. Et être disponible pour son mari, pour celles qui sont mariées, être disponible pour la famille, pour quand ils en ont besoin, et être compétent dans son domaine professionnel. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais on doit quand même savoir qui est votre modèle. Modèle en tant que tel, je dirais, c'est un ensemble de plusieurs personnalités peut-être. Je ne dirais pas que j'ai un modèle quelconque bien précis que je suis. Donc, je suis chrétienne et donc les valeurs chrétiennes sont très importantes pour moi. Donc, je dirais, j'essaie de prendre. Vous savez, vous pouvez apprendre de toutes les personnes, quelle que soit la classe sociale, quels que soient les niveaux. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes devenu manager dans une entreprise ou un CEO, que vous ne pouvez pas apprendre de la sentinelle ou que ceci. Non, chaque personne peut vous apporter quelque chose. Vous m'avez demandé tout à l'heure quel était mon secret, c'est la rigueur. Au travail, c'est très important, la discipline, beaucoup de rigueur. Il ne faut pas se fatiguer. C'est vrai, aujourd'hui, je peux dire, voilà, je suis manager dans ceci, dans cela, je suis CEO puisque je crée aussi ma propre entreprise. Et c'est pas facile. Je n'ai pas d'argent, mais je m'y bats. Un conseil à la jeunesse qui vous suive en cet instant. Moi, je pense que le but, c'est pas de s'enrichir, le but, c'est pas de devenir Madame Intel. Le but, c'est de pouvoir apporter aux autres, à notre entourage, un bien-être. Que ce soit au sein de la famille, autour de soi, les amis, et puis les autres, à l'échelle plus large. Quand j'ai voulu faire la politique, c'était pas pour que je devienne riche. C'est parce que j'estime que j'ai des choses à apporter dans mon pays pour construire ces pays. Donc, le point de chute, comme vous dites, moi, j'ai un conseil aux jeunes. On a l'impression que les jeunes aujourd'hui cherchent beaucoup la facilité. Mais dans la vie, il n'y a pas la facilité. Si on veut parvenir à quelque chose, c'est beaucoup de rigueur. Beaucoup, beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Comme je vous ai dit, j'ai étudié toutes ces matières-là. Si je peux prétendre à être compétente dans tel domaine,
Je ne suis pas tombée dedans comme ça. J'ai dû étudier. Il ne faut jamais arrêter d'étudier. Quel que soit l'âge, on doit toujours apprendre et ne jamais se fatiguer. Et puis essayer d'apporter quelque chose. L'argent, ce n'est pas ça qui doit nous mouvoir. Si on est toujours attiré par l'argent, on ne va jamais loin. Parce que le jour où il n'y a pas l'argent, vous abandonnez. Or, quand vous avez un objectif, un but dans ce que vous faites, quand il y a des bons moments, d'argent ou pas d'argent, vous y allez. Un conseil pour la jeune fille, puisque je milite beaucoup pour les genres incluent la fille, la jeune fille, la femme. Les jeunes filles aujourd'hui, elles ne doivent pas étudier pour prétendre à un mariage. Les mariages doivent être le but final d'une vie. C'est bien, il faut se marier, il faut fonder un foyer, mais il faut continuer à avoir des valeurs. Et ces valeurs, on les a. C'est pas quand on devient la femme de quelqu'un qu'on prétend vouloir avoir des valeurs. On doit se valoriser dès les bas âges, depuis qu'on est jeune fille, en travaillant dur, en étudiant, et ne pas chercher l'argent facile. Parce que l'argent facile, on ne le valorise pas non plus. Et quand vous vous vendez, quand vous donnez à tort et à travers juste pour parvenir à quelque chose, vous perdez votre essence, vous perdez votre valeur en tant que femme. Et vous n'aurez pas droit un jour de venir réclamer vos droits des femmes. Merci beaucoup pour ces conseils. Je vous en remercie déjà d'être le nôtre dans cette première partie et nous espérons avoir une deuxième partie avec vous la fois prochaine. Merci de m'avoir reçu dans votre émission Trajectoire. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe Trajectoire et la RTNC de m'avoir reçu. Voilà, c'est avec plaisir que nous mettons un terme à cette première partie avec Madame Jacqueline Caridas Moulamba. C'est une femme. Alors, un message à toutes les femmes, soyez fortes. Et puis, en plus, nous avons un combat d'ici 2030 de donner un rapport par rapport à un combat qu'on a commencé depuis très longtemps. Je vous remercie encore une fois de plus. C'était un plaisir pour nous. Merci à la grande équipe. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.